Postulez dès maintenant pour devenir parlementaire junior du Cameroun pour les Nations Unies. Infoline 672 31 31 54 656 27 86 58 www.acnu.cm. De communion avec les autorités du Cameroun, Yaoundé a désormais le tout premier et unique supermarché de boissons au Cameroun, Drinks Center. Drinks Center, regardez, appréciez, confirmez par vous-même que du bonheur. Jus, bière, vins et spiritueux, rien ne manque, tout y est. Drinks Center, c'est le carrefour des grandes marques de boissons camerounaises, africaines et mondiales. Le tout premier supermarché de boissons au Cameroun est situé à Yaoundé. Depuis 2012, nous avons fait de la vulgarisation des politiques publiques nationales une priorité. Institutions publiques, collectivités territoriales décentralisées, entreprises privées, partenaires au développement et des milliers de citoyens clients se donnent rendez-vous chaque année pour échanger sur des sujets d'importance majeure, portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Du 18 au 24 juillet 2021 à Yaoundé, la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale sera axée sur les enjeux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dans tous les secteurs. Au programme du SEGO 2021, expositions, conférences publiques et de nombreuses rencontres. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur au 677 88 63 22 ou sur www.sego.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Orage et passe, température ressentie 26 degrés Celsius. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au grand journal de BNews 1, le tam-tam du continent. D'abord, les titres de cette édition d'information. Alerte au retour du poulet congelé. Le Cameroun, par son ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, sollicite du Brésil l'importation des produits et sous-produits aviaires. Dans une correspondance adressée à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun, Dr Taïga évoque la pénurie du poulet liée à la pandémie de coronavirus. Gestion des fonds Covid, le président de la République ordonne une enquête judiciaire. C'est par une correspondance signée du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, adressée au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qu'une décision présidentielle qui fait suite à 2 précédentes correspondances du Haut Contrôle supérieur de l'État. Ces correspondances sont restées lettres mortes. Comprendre le laxisme des membres du gouvernement, la réponse dans cette édition du journal. Journée mondiale de la santé, le coronavirus ravit la vedette aux autres maladies. Depuis l'arrivée de cette pandémie au Cameroun, d'autres maladies semblent être oubliées alors que celles-ci continuent de faire des ravages à travers le monde. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Blé Goudé désormais autorisés à rentrer dans leur pays. L'annonce a été faite par le président Alassane Dramane Ouattara ce jour à travers un tweet. Dans ce message, le chef de l'État annonce que leurs frais de voyage ainsi que ceux de leur famille seront assurés par l'État ivoirien. C'est tout pour les titres. Les développements, c'est dans quelques instants seulement. Merci de nous accorder votre préférence et une fois de plus, bienvenue au journal de BNews 1, le tam-tam du continent. Le président de la République ordonne l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. La récente décision intervient après que 2 correspondances aient été envoyées dans les services du contrôle supérieur de l'État. Les dites correspondances n'ayant pas produit l'effet escompté, le chef de l'État passe donc à la vitesse supérieure en laissant le soin à la justice d'établir les responsabilités. Comment comprendre le laxisme des membres du gouvernement qui peinent à exécuter les hautes instructions du chef de l'État? La réponse se trouve dans cet élément que nous propose Ambroise Awono.
Le chef de l'État a-t-il besoin de réitérer une injonction pour que celle-ci soit exécutée? Au regard de son impérium, son pouvoir discrétionnaire, la réponse à cette question est radicalement non. Le contrôle supérieur de l'État doit donc comprendre que si le président de la République demande un audit de la gestion des fonds alloués au Covid-19, cela relève d'une certaine cause. Et même par délégation de signature, comme c'est le cas dans notre pays, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, peut lui aussi réitérer les injonctions du chef de l'État aux membres du gouvernement pour exécution. Sauf qu'ici, on a l'impression que ça frise le mépris. Comme un engagement exécuté à minima, on prend néanmoins de l'argent en amont, mais en aval, on ne livre pas la copie demandée. Une nouvelle correspondance du SGPR sur haute directive du chef de l'État au garde des Sceaux vient rappeler que d'un, on peut prendre son temps pour livrer un travail commandé par le président de la République. Mais aussi ça laisse à croire à une désinvolture ou un laxisme au sein de l'appareil gouvernemental. Ce que les administrateurs doivent savoir est que si un dossier est relancé et convoqué avec célérité, c'est qu'il y a urgence et que certainement le président de la République veut voir un peu plus clair. En tout cas, le garde des Sceaux, pour ce qui est de la correspondance liée à la gestion des fonds Covid-19, va tout simplement s'y mettre et suivre les hautes directives du président de la République, à savoir l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière dans la lutte contre le coronavirus. Vivement que ça ne durera pas 5 voire 8 mois et que la vérité soit celle d'un audit sincère, professionnel, mais pas à tête chercheuse. Aujourd'hui est Journée mondiale de la santé, célébrée chaque 7 avril pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. La journée est également l'occasion de mobiliser l'action autour d'un thème qui concerne le monde entier. Et l'édition 2021 a pour thème « Pour un monde plus juste et en meilleure santé ». Les détails avec Cathy Eyebe. Le constat de l'OMS était alarmant. Partout dans le monde, certains groupes ont eu du mal à joindre les deux bouts. Ils y étaient en manque d'eau et d'une air propre. L'insécurité alimentaire était leur quotidien. Il était donc urgent d'instituer une journée mondiale de la santé dans le but de mieux informer l'opinion publique à travers le monde à propos de la morbidité, de la mortalité et de la souffrance causée par les maladies. La Journée mondiale de la santé est une journée de sensibilisation à la santé célébrée chaque année le 7 avril, sous parrainage de l'OMS ainsi que d'autres organisations annexes. C'est une occasion de mobiliser l'action autour d'un thème de santé publique qui concerne le monde et permet d'attirer l'attention sur un sujet d'importance majeure, en lien avec la santé. Cette année, alors que tous les pays sont tournés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, l'OMS nous invite à participer à une nouvelle campagne sous le thème « Pour un monde plus juste et une meilleure santé ». À l'occasion de cette journée dédiée à la santé, elle est résolue à faire en sorte que chacun, partout dans le monde, puisse, comme il en a le droit, de jouir d'une bonne santé. Vous avez constaté dans notre reportage, le mot santé revient dans chacune des phrases prononcées. C'est tout simplement pour vous rappeler que notre patrimoine le plus précieux est notre santé. Prenons-en soin. Et puisque la Journée mondiale de la santé a été célébrée aujourd'hui, rappelons que depuis la survenance du coronavirus, certaines pathologies ont été oubliées, sinon reléguées au second plan. Le paludisme, le cancer, le choléra et toutes les autres grandes pathologies à forte taux de mortalité souffrent aujourd'hui des revers du Covid-19. Les campagnes de vaccination sont reportées avec des patients qui fuient les hôpitaux par peur de contracter le très mauvais virus coronavirus. Justement, malgré les assurances des autorités sanitaires concernant la prise en charge de tous les cas de maladie, les patients qui souffrent des autres pathologies en dehors du Covid-19 se disent ignorés. On fait le point avec Jolie Agathe. Depuis 2 ans, le virus responsable du Covid-19 fait l'objet de toutes les attentions au détriment des autres pathologies qualifiées de grandes tueuses. Devant la tuberculose, le paludisme, le cancer, le choléra et etc., la Covid est la star.
Même si la pandémie constitue 3% des décès mondiaux, soit 1,8 million de morts en un an, elle est à l'origine des campagnes de vaccination reportées, des hôpitaux et des centres de santé désertes à cause des patients qui nourrissent la phobie d'une éventuelle contamination au Covid-19. Et pourtant, le taux de mortalité du paludisme au Cameroun est passé de 14,3% en 2018 pour 18,3% un an après, soit 4% en plus. Une autre alerte, le groupe le plus exposé à la mortalité palustre sont les enfants de moins de 5 ans. Le 18 juin 2020, l'OMS a déclaré le Cameroun libre de poliomyélite parce qu'aucun cas de maladie n'ayant été déclaré depuis 5 ans. Mais la pathologie a refait surface en février dernier. 2 cas confirmés de type 2 ont été en effet recensés à Yaoundé selon un communiqué du ministre de la Santé publique. Manaouda Malachit déclarait par la même occasion une urgence de santé publique, le risque de propagation du virus étant élevé. Les cancers du sang également continuent leur course à la mort, atteignant principalement les femmes camerounaises en âge de procréer. La tuberculose reste un problème de santé publique, en l'occurrence dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, où la prévalence est estimée à 150 cas sur 100 000 habitants, soit 6 000 cas sur une population estimée à 3 millions. Toutes ces pathologies et bien d'autres continuent d'être délaissées au détriment du Covid et pourtant le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé continuent d'appeler à une extrême vigilance. Malgré cette avalanche de pathologies, vivre mieux et en bonne santé, cela a un prix. Pas très élevé certes, mais indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il suffit de se débarrasser de mauvaises habitudes pour espérer vivre mieux. Être en bonne santé ne se limite pas qu'à une absence de maladie, mais aussi à un sentiment de bien-être. Laetitia Debilong, si la note d'espoir. Être en santé, c'est ne pas avoir de maladie, en fait, pour moi. Il y a aussi la santé mentale. C'est-à-dire, tu peux ne pas être malade, même psychologiquement, parce que tu n'as pas de sous, ça t'affecte. C'est ne pas être en mauvaise santé, ne pas développer une pathologie en soi. Également, il y a la santé morale, la santé spirituelle, il y a la santé physique. C'est avoir une discipline de vie, surtout au niveau de l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, nous consommons beaucoup de produits chimiques dans les aliments que nous achetons au marché. Et ce sont les pesticides, par exemple. Lorsqu'on achète par exemple une tomate, on lave la tomate, mais à l'intérieur, là, on ne peut pas laver. Les légumes, tout est produit chimique. Les carottes ne sont plus sucrées, tout est produit chimique. Et à chaque fois, il faut faire un bilan de santé. Pour ceux qui sont âgés comme nous, déjà 50 ans, il faut contrôler sa tension artérielle. Vivre mieux et en bonne santé, cela a un prix. Pas très élevé certes, mais indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il suffit de se débarrasser des mauvaises habitudes. Être en bonne santé ne se limite pas qu'à une absence de maladie, mais c'est aussi un sentiment de bien-être. Pour y arriver, il faut aussi s'imposer un environnement sain. Nos hommes, c'est-à-dire les jeunes d'Abidjan, ils aiment beaucoup, on va dire, manger tout ce qui est gras, consommer l'alcool. L'alcool est vraiment nocif pour la santé. Donc il faut faire attention, ne pas, comment dire, surveiller son alimentation, ne pas manger gras, et puis faire attention aussi à l'alcool et puis aussi au tabac. Prise de poids, diabète, hypertension, on peut tous les éviter ou du moins freiner leur survenue. Et cela commence dans l'assiette. Pas d'excès de table, il suffit juste de bien manger et mener également une activité physique régulière et avoir une sexualité épanouie. Tout cela procure une vie sans stress qui rejaillit par conséquence sur la santé mentale. Il est donc recommandé, par exemple, de cultiver la joie. Définir la santé comme un bien-être complet, c'est-à-dire physique, social et psychique. Donc vous voyez que le côté psychique aussi intervient dans la bonne santé. Donc quelqu'un qui est vraiment stressé, qui n'arrive pas vraiment à avoir une santé vraiment psychique, ça peut influer sur son état d'âme. Donc je pense que la pratique de certains sports comme le yoga, c'est vraiment bénéfique pour pouvoir avoir une santé mentale. Chaque année, plus de 57 millions de personnes meurent par toujours de vieillesse, mais du fait de leur mode de vie. Manger pour vivre et non vivre pour manger. La lutte contre le Covid-19 continue à Douala. Le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassadine, a procédé ce mercredi 7 avril 2021 à la remise solennelle des kits de protection contre le Covid-19
aux maires des communes d'arrondissement de Douala. Il s'agit entre autres des cubitnaires d'eau, du gel hydroalcoolique, du savon. Selon le maire de la ville, ces matériels de protection sont destinés principalement aux écoles publiques, primaires et maternelles de la capitale économique. Une partie à Planton sera également acheminée dans les temps universitaires. Cette action sociale qui intervient quelques semaines après le lancement régional de la campagne de sensibilisation des populations contre la pandémie du Covid-19 par du gouverneur de la région du littoral. Prenons donc quelques réactions concernant justement cette distribution des kits contre le coronavirus dans la ville de Douala. Il y a d'abord le maire de la ville de Douala et les autres maires d'arrondissement qui s'expriment donc au micro de nos correspondants sur place à Douala, Jules Dimité et Didier Kiretu. Nous devons mener une guerre tout azimut contre cette pandémie, mais nous souhaiterions que toutes les populations de Douala premier, mais bien sûr toutes les populations de Douala nous accompagnent. Et nous allons marquer un point d'honneur pour que les écoles, parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que cette pandémie sévit même dans les écoles et parmi les jeunes, nous allons donc distribuer ce matériel que nous avons obtenu, mais en même temps nous ajouterons notre contribution pour que tous ceux qui peuvent être sujets à cette maladie, n'est-ce pas, soient protégés. Nous avons déjà commencé des actions, notamment au sein des écoles qui sont en train d'être désinfectées depuis 3 semaines. Et nous avons remis également les savons à certaines écoles pour pouvoir parer à cette deuxième phase qui s'annonce beaucoup plus mortelle. Et avec ce don qui vient d'être remis aujourd'hui, nous allons renforcer les écoles en kit sanitaire et même certains lieux publics. Et ça nous permet également de dire merci aux donateurs et saluer l'initiative du maire de la ville. Il s'agit maintenant de renouveler l'action qui a été menée depuis l'année dernière, de la renforcer. Et cette fois-ci, nous visons particulièrement le monde des scolaires et étudiantins. Parce que nous devons empêcher que la jeunesse de notre pays soit atteinte par cette maladie. Dans le reste de l'actualité, poulet congelé, poulet de la discorde. Après son interdiction formelle en 2006 par les autorités, elles sont justement en train de faire un rétropédalage en sollicitant l'entrée du poulet brésilien sur le territoire camerounais. Véritable pomme de discorde dans les chaumières, la presse nationale en a abondamment parlé, relevant son côté nocif pour la santé. Véritable plat incontournable lors des cérémonies, le poulet bat de l'aile sur les étals des villes camerounaises. Je vous propose ici les effets et conséquences de cette décision gouvernementale dans ce reportage de Lavoisier et Sama. Avoir ce bipède dans sa cour est désormais un privilège. Se l'offrir dans son plat est un exploit tout autre. Le poulet se fait rare depuis quelque temps aujourd'hui. Fort de ce constat, le ministre en charge des pêches et des industries animales s'est tourné vers l'importation des poussins et œufs à couver en provenance du Brésil, question de pallier à la pénurie en cours qui pèse au premier chef sur les ménagères camerounaises. Le poulet, c'est maintenant pour les gens un rang social des gens bien, c'est pas à la portée de tout le monde parce que le poulet de chair c'est à partir de 5 000 francs et puis le poulet de poulet pondeuse, comme on appelle couramment, c'est 3 000 francs. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Au-delà du simple coût du roi poulet déploré sur les marchés, il y a que le gouvernement est en train de faire un rétropédalage sur une problématique déjà gérée, tablant sur l'interdiction du poulet congelé en 2006. La réintroduire serait tout simplement courir des risques sanitaires. La résurgence des cancers, et c'est très important, le produit congelé étant hautement toxique. Avec l'apparition du coronavirus en 2020, plus de 102 000 Camerounais ont perdu leur emploi, d'après l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Avec la situation actuelle, ils iront encore plus mal. Les conséquences néfastes sur le plan économique, socio-professionnel. Le manque des OAC, des heures à couvrir, le manque de poussins,
mettre totalement en chômage tous les Camerounais qui sont dans la filière. C'est l'économie, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les opérateurs économiques qui se trouvent sans travail. Des conséquences qui ont déjà des répercussions sur la postérité. Au niveau socio-professionnel et surtout au niveau de la formation dans laquelle nous sommes lancés depuis quelque temps, nous constatons un désintérêt des jeunes Camerounais à venir apprendre dans les filières agro-pastorales parce qu'ils ont remarqué que la filière de la volaille spécifiquement a tout le temps des problèmes. Cela ne garantit pas des emplois stables. La problématique de la pénurie du poulet et le choix du gouvernement à solliciter l'extérieur soulèvent ainsi deux grilles de lecture. L'état de la filière avicole au Cameroun, mais aussi l'accès des jeunes au plan triennal spécial jeunes financé à près de 101 milliards de francs CFA qui n'a vu jusqu'ici que quelques bénéficiaires isolés exceller. Un nouvel armateur au quai du port autonome de Douala dès le 11 avril prochain. Pacifical International Line remplace CMA-CGM qui a annoncé son départ en mars dernier au responsable du terminal de la régie à terminal à conteneurs de port autonome de Douala. Les précisions avec Amandine Atangana. Alors que l'armateur français CMA-CGM quitte le port de Douala-Bonabéry au bénéfice de celui de Kribi, un nouvel armateur est annoncé sur le quai de cette plateforme portuaire, jusqu'ici porte d'entrée au Cameroun de 90% des marchandises. L'autorité portuaire précise que PIL vient à point nommé pour remplacer CMA-CGM qui a annoncé son départ en mars 2021 au responsable de la régie du terminal à conteneurs. Basé à Singapour avec 8 succursales à travers la Chine, PIL Logistique est une filiale à 100% du groupe PIL qui fournit des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement à un certain nombre de grands expéditeurs. Ces solutions comprennent une gamme de services allant du dédouanement au camionnage en passant par l'entreposage et le transport maritime. C'est ce cahier de charge qu'il devra remplir au port de Douala-Bonabéry. Mais l'armateur singapourien réussira-t-il à combler le vide laissé par le français? Au port autonome de Douala, on se montre confiant d'autant plus que tous les 23% du trafic conteneurisé attribués à CMA-CGM ne sont pas perdus. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, en abrégé le FECOM, a lancé ce jour le prix national des meilleures pratiques de développement local. Le concours d'émulation des communes, institué depuis le 15 septembre 2010, en est à sa 4e édition. Pour cette année, les exécutifs municipaux sont appelés à concourir spécialement pour 105 millions de francs CFA répartis en 5 parties. Élisée Yanda et Michel Omba pour plus de précisions. Dans une perspective de promotion de la bonne gouvernance des collectivités locales décentralisées, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention communale a lancé ce jour la 4e édition du prix national FECOM des meilleures pratiques de développement local. Prix dont le partenariat entre le FECOM et ONU Habitat vise à mettre en émulation les exécutifs communaux pour le développement de chaque localité et le bien-être des populations. Le prix national FECOM est une saine émulation entre les communes qui vise à identifier, évaluer, récompenser et promouvoir les initiatives de développement local des communautés urbaines, des communes et de leurs regroupements qui auront contribué de manière significative à l'amélioration du cadre de vie de leur population. Une opportunité pour les maires de communes de s'émouvoir en remportant des enveloppes conséquentes destinées à l'amélioration et ou à l'exécution des initiatives primées ainsi qu'à la réalisation de nouveaux projets. Motif de motivation du président des communes et villes unies du Cameroun pour inviter ses compères à candidater. Les procédures de soumission et de sélection des candidatures au prix national FECOM sont empreintes d'un sérieux et d'une originalité indéniable. Je voudrais à cet égard saisir cette occasion pour réitérer à mes pairs tout l'intérêt qu'ils ont à participer à cette compétition. Enveloppe globale des prix à pourvoir, 105 millions, répartis en 5 prix. Occasion saisie par le Mindevel pour encourager l'initiative et d'émettre des vœux à la fois au directeur général du FECOM et au président et représentant des maires du Cameroun. Le directeur général peut-être faut-il penser déjà à organiser une compétition en élection avec un prix
qui me semble serait de nature, dès l'entame du fonctionnement des régions, à créer une régulation qui pourrait être source de développement et d'avancée. Mesdames et messieurs les magistrats municipaux, l'engagement sans cesse croissant des communes à prendre part à ce rendez-vous est révélateur de la vitalité et de l'intérêt de l'institution communale à contribuer à la bonne marche vers l'émergence. Je vous exhorte par conséquent à participer de la plus belle des manières, en gardant à l'esprit qu'au-delà de votre détermination, vous devez veiller à développer la flèche best practice instituée par ce concours en dupliquant dans vos municipalités respectives les bonnes pratiques primées lors des éditions précédentes. Depuis plus de 40 ans de création et d'accompagnement des communes, le FECOM, par ce prix, consolide son statut d'épiscope et de levier de développement local. Autre lieu pour un autre objectif bien différent, les membres de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest ont achevé aujourd'hui un séminaire de 2 jours destiné à attirer les ressources du budget voté par l'Assemblée nationale. Le ministère des Finances est résolument au chevet des conseils régionaux. Mélan Defrou, notre correspondante dans la région du Nord-Ouest, fait la collecte et Janice Kamga à la rédaction centrale signe. Ambiance studieuse, c'est 7 et 6 avril 2021 à Bamenda, capitale du Nord-Ouest. L'exécutif régional reçoit les rudiments de la nouvelle gestion budgétaire harmonisée sur toute l'étendue du territoire via une équipe technique interministérielle. La nouveauté ici, c'est la participation citoyenne de tous les acteurs de la région. C'est la première fois où les régions ont carte blanche. Vous pouvez avoir un partenariat avec les locaux, étatiques comme privés. Vous pouvez avoir un partenariat avec les nationaux. Vous pouvez avoir un partenariat avec les internationaux. La région devrait pouvoir mobiliser les ressources de toute nature, matérielles, financières, et pourquoi pas techniques et intellectuelles. Les citoyens vont donc participer à leur propre développement, à la fois par leurs idées comme leurs moyens. Le séminaire a été le cadre de déroulement de la feuille de route et du plan d'action de gestion des ressources allouées à la décentralisation dans le cadre du budget programme de l'État. On ne demande pas l'argent avant d'avoir un programme de travail. Pour justifier l'argent, il faut un plan de travail. C'est pour cela qu'après ce travail, nous allons nous atteler à faire le plan de développement régional. Ce plan va épouser notre vision de 10 ans. Après, on va avoir une stratégie pour ce plan. Et après cette stratégie, vous aurez donc des plans annuels. Mission accomplie donc au terme des 2 jours de travaux. Les retombées du programme défini ici devraient être visibles d'ici la fin d'année. L'axe principal étant le développement matériel de la région qui a connu un retard considérable du fait de la crise séparatiste. De la voirie urbaine ainsi que de la construction d'une stèle dédiée au président de la République Paul Biya. Le ministre Célestine Kétia-Courtès et ses équipes techniques étaient en visite dans la capitale départementale du Dja et Lobo hier mardi. Des précisions avec Mathilde Oona, notre correspondante depuis Sambléma. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtès, a effectué une descente dans l'arrondissement de Sambalima. Après un accueil chaleureux par les autorités, les militants du RDPC et les forces vives de la localité,
Une visite guidée des différents sites, dont celui de la stèle dédié au président de la République par le maire Jean-Faustin Bokono, un tour de la ville a été effectué où Madame le ministre a eu à féliciter les jeunes du programme UCEP lancé par la mairie pour rendre la ville plus attractive. L'objectif de cette visite était de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de certaines voies de la ville. Dans son discours, elle a tenu à réitérer son engagement auprès de la commune et a annoncé le début des travaux de construction de la stèle à l'honneur du chef de l'État dès la semaine prochaine. Je suis engagée à accompagner le maire. Nous avons également fait le tour de la voirie pour nous rendre compte qu'il y a des axes qui débouchent sur des lieux stratégiques. Ça peut être des églises, des écoles, l'hôpital. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a fait un don énorme au Cameroun, cette décentralisation qui est parachevée. Cette décentralisation qui met dans les maires en première ligne de la transformation positive, de la modernisation de nos villes voulues par le président de la République. Et j'ai découvert un exécutif dynamique, un maire engagé avec une vision. Le maire s'est dit comblé du coup de pouce apporté par Madame le ministre. Je suis effectivement maire comblé, comme je l'ai dit depuis le début, depuis le 13 février, que je suis un maire comblé, parce que je porte là une initiative des populations de ma municipalité. Je porte une initiative de toutes les forces vives et même une initiative de toutes les populations du Cameroun. Le projet de construction des portiques au boulevard Paul Biya, situé au centre de la ville de Saint-Omelima, a également été au centre des échanges, avec notamment l'éclairage public et l'aménagement des voiries urbaines en pleine dégradation. La visite s'est achevée sous une note de satisfaction. De la littérature dans cette édition d'information avec la séance de dédicace de ce 7 avril à l'hôtel des députés de Yaoundé. La journaliste Félicité Kedi Ouyono a présenté son ouvrage intitulé « J'ai vu la détresse quand la maladie frappe ». Dans cet ouvrage de 156 pages, l'auteur parle de sa détresse, son époux, la maladie, plusieurs situations de la vie vécue et qui par la suite ont été surmontées grâce à Dieu. Plusieurs aspects de la vie sont traduits à travers ce livre, le spirituel, le sanitaire, la politique, l'amour et bien d'autres. Plusieurs autorités étaient présentes à cette cérémonie et n'ont pas manqué d'encourager donc ce chef-d'œuvre. Voici d'ailleurs l'extrait de l'auteur au sortir de cette dédicace. Elle est au micro de Binoussa. Écrire pour partager, écrire pour qu'ensemble on puisse, j'allais dire, tous dans la société, quels que soient les peuples d'ailleurs, parce qu'un livre voyage, d'accord, un livre voyage, un livre est mondial, donc écrire pour que les gens puissent se reconnaître, s'identifier et surtout apprendre de l'expérience vécue, apprendre de comment est-ce que le Seigneur, en ce qui me concerne, qui suis chrétienne, qui suis enfant de Dieu, qui suis évangéliste, comment est-ce que le Seigneur m'a sauvé, a sauvé mon mari, a sauvé... Et nous voici à l'étranger, en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont désormais libres de retourner en Côte d'Ivoire. Définitivement acquittés par la Cour pénale internationale le 31 mars dernier, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara s'est dit favorable au retour au bercail de ses deux fils de la Côte d'Ivoire. Delphine Asiga pour plus de détails. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, libres de tout mouvement depuis le 31 mars dernier, ont depuis cet après-midi du 7 avril 2021 le feu vert de retourner en Côte d'Ivoire. La liberté leur a été accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara. À travers une série de tweets, le chef de l'État dit avoir pris acte de la décision sur l'appel du procureur relatif au procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, et dont les acquittements définitifs ont été prononcés le 31 mars dernier par la Cour pénale internationale. Pour Alassane Ouattara, les portes de la Côte d'Ivoire sont désormais grandement ouvertes aux ex-pensionnaires de la CPI. Le chef de l'État ivoirien a également précisé que les frais de voyage de Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Dans sa volonté de rassembler les Ivoiriens, Alassane Ouattara a également ajouté que des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et des indemnités accordées aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire.
Pour rappel, Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, avaient été incriminés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au lendemain de la crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Un geste d'apaisement qui, on espère, mènera les deux parties à œuvrer pour la réconciliation nationale très présente dans les discours au pays des éléphants. Du sport dans ce journal, les 11 prétendants à la succession du Nigérian Victor Osimhen, lauréat du prix Marc-Vivien Foé en 2020, ont été dévoilés ce mercredi 7 avril. Pour cette distinction récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 de France. L'international camerounais de Lyon, Karl Toko Ekambi, fait partie des nominés de cette édition 2021. Plus de détails sur ce prix, c'est avec vous, Franck Mpek. Le nom du vainqueur du prix Marc-Vivien Foé, édition 2021, élu par un jury composé de 100 journalistes spécialistes du football français et africain, issus de tous les médias, sera révélé le lundi 17 mai prochain. Au rang des 11 nominés, Karl Toko Ekambi, le Camerounais, se retrouve en bonne place. Le sociétaire de l'Olympique lyonnais, auteur de 12 buts cette saison et 5 passes décisives en Ligue 1 de France. Même si les Goons ont récemment quitté le trio de tête, l'attaquant camerounais est l'un des principaux artisans de la bonne saison de son club. Depuis 2011, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1 porte le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais décédé le 26 juin 2003 sur la pelouse du stade de Gerland en Coupe des Confédérations. Âgé de 28 ans, Marc-Vivien Foé avait porté en France les couleurs du Racing Club de Lens et de l'Olympique lyonnais, laissant un souvenir d'un footballeur exemplaire et unanimement apprécié. Les autres finalistes cette année, aux côtés du lyonnais Karl Toko Ekambi, déjà sacré en 2018, alors qu'il évoluait sous les couleurs du SCO d'Angers, sont le Marocain de Rennes Nassef Aguer, les Algériens de Metz Farid Boulaya et Alexandre Oukidja, l'Algérien de Montpellier Andy Delors, le Sénégalais de Reims Boulaye Dia, l'Ivoirien de Lens Seko Fofana, le Sénégalais du Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye, le Congolais de Lens Gaël Kakuta, le Mozambicain de Lille Reynaldo Mandava. Le jury dégagera déjà le trio de tête le 29 avril prochain et le 17 mai, ça sera l'officialisation du remplaçant de Victor Osimhen. Et pourquoi pas Karl Toko Ekambi pour un deuxième cercle. C'est ici qu'on met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir accordé votre préférence. Restez fidèles au programme de la chaîne qui se poursuivent. C'est bien sûr BNews 1, le tam-tam du continent. Au revoir.